Putain, mais il y a tellement d'informations, de bandes annonces et de films qui arrivent d'ici les prochains jours. Je pouvais pas traiter d'un seul sujet, aujourd'hui on parle de tout. On n'a pas le choix. Ces derniers jours montrent que la culture de l'horreur se porte vraiment bien, avec des actualités plutôt nombreuses. On va commencer par parler des futures sorties qui s'annoncent vraiment excitantes. Tout d'abord The Strangers, renommé Les Intrus dans sa version française, où nous allons retrouver nos stalkers favoris qui vous observent avant de rentrer par effraction chez vous, comme les flics à 6h du matin parce que t'as pas payé tes impôts. Et je sais qu'on est beaucoup à pas déclarer, mais aussi Maxine, la suite de X et de Pearl, suscitant beaucoup d'espoir. Et pour être honnête, il y a intérêt que cela clôture de la meilleure des façons possibles l'une des meilleures trilogies de ces dernières années. On va également parler de Alien Romulus, de Terrifier 3, de Saw 11, qui est malheureusement repoussé à l'année prochaine. Une année, repoussé d'une année, c'est une folie. Sans oublier les autres sorties qui arrivent rapidement, comme Abigail, marquant le retour de Melissa Barrera dans nos salles obscures. Pour ceux qui savent pas, c'est quand même le dernier visage iconique de la série Scream. Et aussi on va parler de Sous la Seine, la ville de Paris qui doit faire face à un requin géant avec Hidalgo en héroïne. Y a pas Hidalgo, hein. Et si certains sujets ne vous intéressent pas, vous pouvez aller directement au timecode de ceux qui vous intéressent, qui sont inscrits sous cette vidéo ou sur l'espèce de bannière YouTube, parce qu'on est dans une sorte de radio libre, on est dans une sorte de podcast et on se prend pas la tête. Et on va commencer avec notre premier sujet du jour, The Strangers, et va y avoir des choses à dire. Et prenez une petite bière. Non vraiment, par pitié, détendez-vous, prenez une petite bière. C'est désormais officiel, le nouvel opus de la saga The Strangers, ou Les Intrus, débarquera dans nos prestigieuses salles de cinéma le 15 mai prochain. Il fera suite aux précédents opus, du moins s'inscrira dans la continuité de l'histoire, mais au vu de ce qui se déroule dans The Strangers Prey at Night, il s'agit sans nul doute d'un préquel. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. Une trilogie qui arrivera rapidement, parce que tout a été tourné pour un budget de 30 millions de dollars, c'est pas beaucoup pour une trilogie, mais en tout cas pour nos fans de nos stalkers favoris, vous pouvez être heureux. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai plus peur qu'autre chose, parce que vu que tout a déjà été tourné, ça veut dire que si le premier film est pas terrible, s'il est nul, bah il y a quand même de fortes chances que le deuxième et le troisième suivent et que ça soit à peu près dans la même catégorie de films, que ça soit pas terrible, que ça s'améliore pas grandement. Parce qu'on va conserver la même équipe, on va conserver peut-être les mêmes personnages, on va surtout conserver le même réalisateur. Et donc forcément, si le premier est nul, le deuxième et troisième, ça risque de suivre. Il y a également d'autres craintes, c'est que le premier film qui annonce ce redémarrage, bah, il ressemble quand même au premier opus de la saga The Stranger, c'est-à-dire qu'on a vraiment un film qui nous parle d'un couple qui est bloqué dans une espèce de cabane. Ça rappelle évidemment la maison du premier opus qui était dans un environnement entouré d'une espèce de forêt, voilà, une espèce de maison isolée. On a juste deux personnages en tant que personnages principaux. Bah ça fait peur parce qu'on a l'impression de voir un remake du premier. Et comme le premier existe déjà et qu'on a également The Strangers Prey at Night qui était sorti et qui arrivait à renouveler le cadre, renouveler les personnages et vraiment proposer une expérience qui est beaucoup plus frénétique, qui est beaucoup plus brute de décoffrage, bah retourner d'un coup, tout d'un coup, alors qu'on a eu un opus qui était rempli d'action, avec un opus qui se concentre uniquement sur deux personnages, donc il n'y aura pas beaucoup de victimes, et qui se concentre dans un cadre qu'on a déjà connu, bah c'est vrai que j'ai l'impression de voir un remake du premier opus, et un remake qui n'apporte rien à la formule. On a déjà deux films The Strangers qui sont sortis, donc il faut forcément innover, il faut forcément proposer autre chose. J'avais pas forcément envie de retrouver un couple qui se dispute dans une cabane ou qui est heureux dans une cabane dans les bois et d'avoir des stalkers qui vont arriver autour de la baraque et qui vont leur faire peur, qui vont briser des fenêtres, etc. J'avais envie de voir autre chose, voir un nouvel environnement, voir plus de personnages, donc forcément plus de victimes, plus d'action. Le problème du premier opus de The Stranger, c'est qu'il fonctionne super bien, mais une fois qu'on a eu The Strangers Prey at Night, bah il fonctionnait moins bien parce qu'il est tellement plus long, il est tellement plus atmosphérique, et j'adore l'atmosphère, j'adore le travail d'ambiance, mais pour une saga comme ça qui n'a pas encore, je trouve, fait ses preuves suffisamment, bah il fallait aller un peu plus dans le brut de décoffrage avant, potentiellement dans le deuxième et troisième opus, proposer des expériences plus atmosphériques et donc forcément plus déroutantes. Parce que si on allie le meilleur des deux mondes, des deux opus qui sont déjà sortis dans une toute nouvelle expérience, bah ça peut donner. Donc encore une fois, ça peut être une très bonne réussite, tout comme ça peut être une immense déception parce que ça peut avoir ce côté un peu réédit, de ce côté on a déjà vu par le passé mieux, donc à quoi ça sert de faire ça en fait. Je pense que vous comprenez que je préfère 1000 fois The Strangers Prey at Night, mais c'est vrai que le premier il avait cette particularité, c'est qu'il faisait beaucoup plus peur,
il y avait vraiment ce côté où on était en insécurité dans la maison, il y avait ce côté où on voyait, les personnages ne voyaient pas qu'ils étaient espionnés pendant une bonne partie du film. Ça causait au sein du spectateur j'allais dire un trauma, mais c'est pas ça, ça causait vraiment un impact au sein du cerveau du spectateur qui était vraiment là en train de se dire mais tourne-toi, par pitié tourne-toi, regarde qu'il y a quelqu'un dans ta putain de baraque, mais rends-toi compte. T'avais envie d'attraper les personnages, de les tirer hors dehors du film, et ça fonctionnait super bien. Mais dans la deuxième partie du film, quand ça passe à l'action pure et dure, quand ça passe à l'horreur où les individus rentrent dans la maison, ou au contraire les personnages essaient de sortir, ça fonctionne tellement moins bien que The Strangers Prey at Night, qui a tellement une meilleure façon de filmer les moments divertissants et les moments d'action que forcément, je trouve que le premier a un tout petit peu vieilli moins bien, en tout cas va être moins culte dans les années à venir que The Strangers Prey at Night. Donc encore une fois, si le deuxième opus mélange les qualités des deux opus qui sont déjà sortis et essaie d'aboutir à un seul et unique film, ça peut donner un chef-d'œuvre. Donc en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite, parce que ça se voit qu'ils avaient envie de ramener la saga et qu'ils avaient envie de construire une trilogie, donc j'espère que ça sera une réussite et que ça sera un incontournable de cette année pour le cinéma horrifique, tout simplement. Bon, assez parlé, on passe à notre prochain sujet, et oh mon dieu, mais quel sujet! Maxine est le troisième et dernier opus de la trilogie de Ti West, composé de X et de Pearl, et je vous invite à regarder ma vidéo sur ce que je considère comme l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, à savoir X, parce qu'en faisant ça, vous comprendrez pourquoi mes attentes sont aussi fortes, et pourquoi je trouve cet univers aussi génial, et pas loin de la perfection. Certains préfèrent X, d'autres préfèrent Pearl. Voilà, j'espère que la sortie de Maxine va un peu tous bouleverser nos classements. On va retrouver le personnage de Maxine, qui après les drames qu'elle a connus, tente de devenir une actrice renommée dans un Los Angeles des années 80. Cela va visiblement plutôt bien fonctionner sur elle, mais elle va finir par se faire traquer par un tueur qui bute différentes stars d'Hollywood, ce qui va nécessairement la faire replonger dans son tumultueux passé. Pour rappel, un petit rafraîchissement de mémoire, ça fait jamais de mal à personne. Bref, Maxine doit faire le lien avec X, le premier opus de la franchise, et la question qui est au cœur de celle-ci, est-ce que Maxine va devenir comme Pearl? Pearl, c'est la vieille dame qui représente l'antagoniste de X, et tout le principe de cette trilogie, et toute la question qui est au centre de mes attentes, et j'espère que le film va répondre à cette question de manière claire et précise, et je pense que, évidemment, Ti West, le réalisateur, a la conscience de cela, c'est de savoir si Maxine, elle va finir comme Pearl. C'est de savoir si Maxine, elle va réussir à aller au bout de ses rêves, à réussir sa vie, et à vraiment construire quelque chose de son vécu, ou si au contraire, elle va finir comme Pearl, si elle va rater sa vie. Parce qu'il y a une espèce de miroir qui est écrit entre les deux personnages qui est complètement fascinant. Donc, est-ce qu'elle va connaître le même destin que Pearl, ou si au contraire elle va connaître un destin qui est complètement extraordinaire et va réussir à s'émanciper du personnage de Pearl et ne pas être ce miroir mais plutôt un miroir inversé. L'ambiance a l'air complètement dingue, on est dans un mélange entre horreur, drame, thriller, slasher, avec une pointe de comédie loufoque qui te met bien mal à l'aise, et surtout Mia Goth, une actrice phénoménale qui certes tabasse des figurants sur les tournages, mais qui a un immense défi derrière elle. Elle doit prouver que c'est bien elle, la nouvelle reine de l'horreur. En plus, on a une toute nouvelle direction, c'est-à-dire qu'on a un film qui se rapproche presque du giallo italien. Le giallo, c'est un mélange entre l'horreur, le suspense, l'érotisme même par moments. C'est un peu ce qui représente le mieux le giallo italien, c'est vraiment Suspiria de Dario Argento. Il y a aussi La Baie sanglante de Mario Bava. Ce sont des films absolument extraordinaires qui ont totalement une ambiance et une direction qui leur est propre. Et là, avec Maxine, on va se rapprocher de ce style qui fait partie de l'un de mes genres préférés. L'un des genres, je trouve, les plus fascinants, où tu as envie d'aller sur les forums, creuser, comprendre un peu la réalisation. Donc si Ti West réussit à faire son propre giallo, parce qu'avec X, on était aux limites du giallo, on n'était pas loin. Il manquait plus le côté enquête, mais on retrouvait l'érotisme, on retrouvait l'horreur. Là, si Ti West va au bout du concept, qu'il pousse ses limites à la hauteur de ses ambitions, on va possiblement obtenir le meilleur film de la trilogie. En fait, pour moi, Maxine, il n'a pas le choix que d'être le meilleur de la trilogie. Sinon, ça sera forcément une forme de petite déception. Alors évidemment, c'est cool d'avoir une homogénéité, d'avoir des films qui sont tous extrêmement bons. Et d'ailleurs, ça se voit quand tu vas sur Twitter, quand tu vas parler à des gens qui connaissent le cinéma horrifique et qui te parlent de Ti West. Tout le monde a un classement différent entre X et Pearl. Il y en a plein qui préfèrent X, il y en a d'autres qui préfèrent Pearl. Tout le monde a un classement qui est différent et c'est ça qui est trop cool. Et donc si Maxine s'incruste à cela et que tout le monde a encore une fois des opinions différentes en termes de classement vis-à-vis de ses films, bah ça créera une richesse universelle.
Et je serais très content qu'il y ait cette richesse. Mais j'ai envie que Maxine devienne le film un peu où tout le monde est d'accord et tout le monde dise « Ok, c'est vraiment le meilleur de cette trilogie ». Pour la prochaine partie de cette vidéo, on parle de Terrifier et de Saw 11. Terrifier et Saw dans la même phrase. Le monde de l'horreur va tellement bien, bordel. Alors, pour le coup, autant il y en a un qui donne des bonnes nouvelles, autant il y en a un autre qui... il est un peu plus ambigu, hein. L'acteur incarnant Hart a affirmé qu'une des scènes qu'il avait tournées pour Terrifier 3 était tellement violente et graphique qu'il avait failli vomir pendant la séance de tournage. C'est une bonne nouvelle, il faut que ça aille le plus loin possible. Terrifier, ça doit être l'aboutissement du gore. C'est très bizarre à prononcer comme phrase. Alors évidemment, c'est une manière de faire la promotion du film, puisque si tout le monde dit qu'il est gore, cela va attirer plein de spectateurs en salle. Vous connaissez le principe, hein, c'est la curiosité morbide, un peu comme l'Exorciste où tout le monde vomissait pendant les séances, ils ont utilisé ça comme promotion, ou même encore comme le deuxième opus de Terrifier, qui mettait volontairement en avant le fait que les spectateurs sortaient de la salle pour carrément aller dégueuler dans les chiottes des cinémas. C'est de la promotion gratuite, et nous, comme on est un peu cons, on a envie de voir si c'est vraiment si difficile que cela. Je pense qu'on est un peu tous en train de prendre conscience de cela, c'est que ce film n'a pas le droit à l'erreur. Terrifier 3, ça doit être un classique, ça doit être aussi l'un des meilleurs opus. Ça doit être aussi bien que Terrifier 2 au minimum, tu vois. Et si c'est pas le cas, ça va être forcément décevant. Donc, à la fois on est tous excités, on a tous des énormes attentes et on a tellement confiance en ce projet. Et en même temps, faut peut-être qu'on se mette des limites et qu'on se dise... Putain, il y a une infime chance, même si elle est toute petite que ça foire et que ça soit juste simplement un Terrifier 2.5. Parce que ça sera aussi bien, ça sera déjà cool. On demande peut-être un peu trop à Damien Leone, le réalisateur, alors qu'il nous apporte déjà beaucoup. Et l'autre actualité importante vis-à-vis d'une autre franchise de l'horreur, c'est le report de Saw 11, qui est décalé à septembre 2025, alors qu'il devait sortir en fin d'année. Et pour moi, ça c'est symptomatique d'un véritable problème, c'est d'annoncer le film trop tôt, parce que c'est vrai que Saw 11 n'était pas tourné, on savait même pas s'ils avaient une équipe, on savait même pas s'ils avaient un scénario, qu'ils avaient déjà fixé une date de sortie. Et ça c'est un véritable problème, tu vois, de vouloir enchaîner, d'avoir un film Saw par année, c'est une très bonne chose, mais si les mecs derrière sont pas prêts et qu'ils ont pas le temps qu'il faut, c'est d'ailleurs ce qui a fait défaut à Saw par le passé, à partir on va dire de Saw 4, c'est vrai que les gens ils ont commencé à se désintéresser de la saga parce qu'à partir de Saw 4, il y avait un film Saw par année, c'était la foire, et tous les films se ressemblaient un peu en termes de direction artistique et surtout en termes de réalisation. Ça a fait défaut à cette saga, donc là que ça soit décalé, évidemment qu'on est tous déçus parce que on avait des attentes. Ils nous annoncent une date de sortie en fin d'année, on se dit putain on va retrouver un nouvel opus de Saw aussi vite, donc forcément en tant que fan t'es content. Mais en même temps, faut prendre du recul et se dire, oui, il y a une déception, oui, ça fait chier. Ils vont avoir le temps pour organiser mieux le tournage, organiser mieux peut-être la venue de tel ou tel acteur, peut-être qu'ils vont pouvoir réunir le casting avec Amanda, Hoffman et évidemment Jigsaw. Peut-être qu'ils vont approfondir encore plus le scénario, ils vont peut-être même améliorer la musique, prendre du temps pour le montage, parce que il y avait certaines séquences dans Saw 10, j'ai adoré le film, vous savez, ça fait partie de mes expériences horrifiques de l'année dernière favorites, mais il y avait quelques séquences en termes de montage, on voyait qu'il pouvait y avoir des améliorations en termes de réalisation, c'est pareil. Donc là, de décaler le projet à une année complète, ça peut que être bon. Donc oui, il va falloir attendre, il va falloir prendre son mal en patience, mais ça sera forcément meilleur le résultat en tout cas. En tout cas, j'espère, parce que sinon, décalez pas le film de 1 an si c'est pour nous donner de la merde, il n'y a pas intérêt, bordel. Pour notre prochain sujet, sachez-le, j'ai jamais abordé cette franchise sur la chaîne, mais je fais partie de ces nombreux fans. C'est sans doute l'une des franchises où j'ai le plus fouillé sur les forums, où j'ai regardé le plus de vidéos sur la mythologie pour vraiment comprendre l'intérêt et la beauté horrifique de cet univers, parce que vous allez voir, c'est plus glauque que beau. On va parler de Alien Romulus. Et oui, il va y avoir des choses à dire. Alien Romulus arrive donc dans nos prestigieuses salles de cinéma le 14 août. Le 14 août, je sais pas si on se rend compte, mais c'est dans pas longtemps. Moi, après Alien Isolation, non, pas Alien Isolation, parce que Alien Isolation, c'est un jeu qui est absolument incroyable. Mais après, comment il s'appelait? Oui, Alien Covenant. C'est vrai que je pensais pas retrouver aussi rapidement le Xénomorphe en salle. Et donc je suis quand même content malgré tout. Le film se situe entre Alien premier du nom et Alien le retour. Il y a une ambiance rappelant énormément le jeu Alien Isolation, avec une station orbitale abandonnée, des scènes en gravité zéro, des couloirs avec des facehuggers qui vous foncent dessus. On a également de nouveaux personnages que on va devoir découvrir. Enfin bref, ça annonce du très très lourd. Et aux commandes on retrouve Fede Alvarez qui a notamment réalisé Evil Dead de 2013. Et le Evil Dead de 2013... en fait c'est un de mes Evil Dead préférés. Alors faut savoir un truc, c'est que j'adore Bruce Campbell, j'adore l'acteur qui incarne Ash, mais Evil Dead 2013 et Evil Dead Rise, pour moi c'est le pic de la franchise.
Alors en disant ça, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je sais pas, genre le Evil Dead de 2013, je le trouve tellement gore, tellement brut de décoffrage, tellement visuellement ahurissant, mais la scène de fin où ils font pleuvoir du sang, c'est complètement n'importe quoi, c'est d'une beauté, c'est trop beau. C'est incroyable, cette pluie de sang, elle m'a tellement marqué en salle, et je parlerai même pas de Evil Dead Rise, qui fait partie encore une fois de mes... C'est sans doute mon film d'horreur préféré de l'année dernière avec Saw 10, même si pour moi Evil Dead Rise possède des qualités absolument indéniables. Jeu d'acteur, ambiance, enfin c'était n'importe quoi, violence, etc. Donc je pense que Fede Alvarez c'est vraiment une personne parfaite pour s'occuper du retour de Alien. Je pense que le mec est passionné, ça se ressent, il sait faire des films bruts de décoffrage et c'est ce dont a besoin la saga Alien, c'est de nous faire retrouver ce côté glauque, ce côté peur au sein du xénomorphe. Voilà, vous connaissez sans doute l'intérêt du xénomorphe et toute la beauté du personnage, notamment dans le premier film parce que c'était fait par Giger, l'artiste. C'était vraiment la thématique du viol, de forcer à rentrer un appendice dans votre corps pour au final l'extraire. Enfin, il y avait vraiment ce côté métaphore sexuelle, avec également, je crois que le personnage s'appelait Lambert, où il y a toute cette scène où c'est presque la métaphore d'un viol qui se fait en arrière-plan. Il y avait ce côté dérangeant. Le xénomorphe de Alien 1, il fait peur. Voilà, pour ceux qui connaissent pas cette scène, je vous la diffuse, mais... Il y a tout cette questionnement autour de Reddit, etc. de savoir si le personnage de Lambert, si je dis pas de bêtises c'est elle, si je confonds son nom je suis vraiment désolé, je corrigerai au montage, et on se demandait si elle s'était fait tout simplement violer par le xénomorphe. Et même si ce n'était pas le cas, il y avait toute cette métaphore là qui était faite et qui s'imprégnait dans ton esprit, qui t'empêchait de dormir, c'est tellement atroce, c'est la pire des choses au monde. Et le xénomorphe du premier film c'est ça. Donc évidemment c'est encore une fois le retour d'Alien, évidemment il y a encore des craintes parce qu'on a eu tellement d'attentes avec Prometheus, avec Alien Covenant, et au final on a toujours eu cette pointe de déception, en tout cas de mon côté. Oui, Prometheus et Alien Covenant ce sont des films fascinants dans leur façon de raconter les histoires, mais ça le fait d'une façon tellement maladroite je trouve. Les personnages sont tellement cons, sont tellement pas intéressants, et c'est tellement maladroit d'avoir mis en place des scènes sur YouTube qu'il fallait regarder à l'avance, notamment sur Alien Covenant, alors que c'est des scènes tellement importantes pour comprendre mieux la mythologie. Enfin je sais pas, il y avait tellement un côté maladroit et ce côté où Ridley Scott, il avait envie de faire une bonne chose, une bonne histoire, de vraiment lier la mythologie de base avec une nouvelle histoire sur la création de l'humanité, pour au final faire quelque chose qui est trop maladroit, qui est un peu trop métaphorique et qui est pas assez... qui est pas assez brut de décoffrage, et puis même Alien Covenant de faire un alien en synthèse avec du CGI, alors que le but c'est vraiment d'avoir de la manufacture, d'avoir de la création de costumes, d'avoir des véritables artistes qui sont derrière. Ce qui m'inquiète aussi c'est qu'on a cette espèce de station où on va avoir que des jeunes personnages qui auront visiblement la vingtaine. Donc j'ai pas envie de retrouver ce côté adolescent, ce côté souviens-toi l'été dernier mais avec Alien, tu vois, j'ai pas envie d'avoir ce côté les personnages clichés d'un slasher. Je veux pas que ça soit un slasher, je veux que ça soit un film aussi fascinant que le premier Alien. Donc je pense que le réalisateur est la bonne personne pour avoir ce côté violence, mais il va falloir qu'ils assurent niveau scénario, niveau ambiance, niveau atmosphère. En même temps, faut pas que ça soit comme le premier Alien, parce qu'on a déjà le premier Alien qui est parfait, mais en même temps, faut que ça s'en rapproche tout en proposant une expérience un peu différente. Ouais, les fans d'Alien, on est chiants, on est tellement chiants. Même nous-mêmes, tu nous donnerais la franchise aux commandes, on a beau être les plus grands fans de l'univers, on saurait même pas comment faire. Tellement le premier opus, pour moi, est parfait. Alors encore une fois, il y a ce débat, est-ce que vous préférez Alien 1 ou vous préférez Alien 2 ? Pour moi, c'est Alien 1. Alien 1, c'est le film d'horreur par excellence. C'est incroyable, c'est l'apothéose, bordel. Et évidemment, on parlera bientôt sur la chaîne de Alien Isolation, parce que c'est inévitable. Même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, Alien Isolation c'est un pur film, c'est comment faire la meilleure suite possible à un film qui était un classique. Voilà ce que ça représente Alien Isolation, et c'est pas n'importe quoi à dire, c'est quand même quelque chose. Bon allez, on passe à la suite. Abigail, c'est le nouveau film des réalisateurs de l'excellentissime Wedding Nightmare, et le duo aime bien avoir à leur côté des actrices talentueuses, puisque nous allons retrouver Melissa Barrera dans leur nouvelle sortie. Abigail qui, tout comme Wedding Nightmare, partage un concept complètement dingue, un groupe de criminels qui s'enferment dans un manoir en capturant une petite fille comme un otage pour demander une rançon et avoir une sacrée somme d'argent, un sacré pactole. Kidnapper quelqu'un pour avoir de l'argent, c'est
astuce business, c'est quelque chose qui est vraiment pas con. Je vous laisse ça en suspens dans votre esprit, mais retenez pas ce que je dis, hein. Commencez pas à me faire un procès au cul, bande de petits bâtards. Sauf que cette petite fille, c'est un vampire, et donc des prédateurs, ils vont passer au statut de proie, et cette espèce de fille vampire va les chasser, va les faire imploser, va les faire exploser. Apparemment c'est assez gore, c'est assez brut de décoffrage. Bref, ça a l'air complètement zinzin. Je veux voir en salle. Ça, je veux voir ça en salle, par pitié. La date de sortie est fixée pour le 29 mai en France, donc on n'a plus beaucoup de temps à attendre. C'était à peu près les mêmes retours pour Winning Nightmare, et au final, on a obtenu un film qui est en train de devenir culte. Ouais, j'ai pas peur de le dire, Winning Nightmare, c'est en train de devenir culte. Ça dit la cachette. On va jouer à ça, vraiment? Donc, je m'attends à peu près à la même atmosphère, la même ambiance, et vraiment une suite un peu spirituelle, mais cette fois-ci avec des vampires. Et puis comme il y a Melissa Barrera, je pense qu'au moins les fans de l'actrice seront contents, et on va avoir le droit à un nouveau classique. Bon, ok, je dérape. Pour le prochain sujet, je sais pas quoi dire. En tout cas, c'est le film que j'attends le plus, et de mon côté, c'est déjà le film de l'année. Sous la scène, c'est une nouvelle production Netflix, marquant le retour du genre des films de requins. Nous sommes à Paris, à la veille d'une compétition importante de triathlon, se déroulant carrément sur la Seine, mais ça va pas se passer comme prévu, puisqu'un grand requin blanc débarque pour buter absolument tout le monde. Une équipe se monte alors pour prendre un bateau et le chasser. C'est clairement les Dents de la Mer, on va prendre un bateau à la fin pour aller combattre le requin sur son territoire. C'est les Dents de la Mer. Alors évidemment, ça sera jamais aussi bien que les Dents de la Mer, qui est un immense classique. C'est comme le premier Alien, on en parlait tout à l'heure. Alien 1, c'est un classique, les Dents de la Mer, c'est un classique, et personne ne fera mieux que l'original. C'est comme ça, c'est ancré dans le temps, c'est ancré dans l'histoire. Mais au moins, pour ce film de requin dans la Seine, bah, les VFX ont l'air vraiment sympathiques, le requin a l'air vraiment pas mal du tout, donc déjà c'est une bonne chose parce qu'on en a vu des requins en CGI qui étaient vraiment dégueulasses et ça c'est un véritable problème en termes de crédibilité. Ça peut être drôle parce que nous on est français donc on va voir Paris avec un requin, avec tout ce qui se passe aussi autour des discours sur la scène, le fait qu'elle est crade, etc. Peut-être qu'il y aura un discours écologique qui peut être, même si c'est un peu redondant, qui peut être intéressant. Et surtout, on y voit une sorte de métaphore avec ce qui se passe avec les Jeux Olympiques. Donc là, un espèce de plagiat des Dents de la Mer sur la scène à Paris, avec peut-être un tout petit plan extravagant où tu vois un aileron de requin avec au loin la Tour Eiffel. Putain, en tant que réalisateur, ça donnerait, je dis oui. Je dis oui. Et si en plus ça dénonce les JO, la venue, etc., tu vois, on va gâcher la fête avec... je sais que tout ce qui se passe, on parle de Vigipirate, on parle d'alerte à attentat avec les Jeux Olympiques en ce moment. Bah, c'est vrai que d'avoir cette métaphore-là, mais qui va pas utiliser les terroristes, mais plutôt le requin, ça pourrait être trop cool. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Si on me disait, va faire un film de requin qui se passe pendant une espèce d'événement sportif sur Paris, bah moi, je ferais la métaphore des Jeux Olympiques, je ferais la métaphore du requin qui représente les attentats et qui va débarquer pour gâcher la fête avec beaucoup de victimes, et j'essaierais de dénoncer un peu le tout, dénoncer les attentats, mais en utilisant la figure du requin, tout en parlant d'écologie, en faisant une métaphore d'un requin qui vient également dénoncer le fait que la Seine, elle est toujours pas propre, elle est toujours pas bonne, alors qu'on nous avait promis qu'elle serait bleue comme le ciel azur. Bref, on va arrêter de parler de politique, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment assez drôle durant cette vidéo. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube, c'était Meromain. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre plus grosse attente. Et si vous pouvez aussi me donner votre avis sur l'ensemble des sujets du jour, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'était Meromain, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah. Ciao, bonne les amis.